Alors, deuxième nuit sans bombardement américain après des semaines de frappes intensives, notamment sur Téhéran. Faut-il y voir un véritable changement de stratégie ou simplement une pause opérationnelle? Vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être juste une pause tactique ou bien une pause opérationnelle, dans la mesure où l'Iran tient toujours à ses points concernant les accords. Principalement, l'Iran veut à tout prix gagner les délais. Elle a mis comme carte, il a proposé comme carte Hormuz. Pourtant, Hormuz, il est reconnu par le droit international coutumier comme quoi un passage libre, euh, tel qu'il est reconnu bien sûr par la Convention de Montreux de 1936 et la Convention de Montbail de 1982. Puis, l'Iran ne reconnaît jusqu'à présent que la Convention de Genève de 1958 qui lui dicte le fait que le passage est une offensive. Par contre, en réalité, il veut contrôler tous les passages des navires et tout ça. Oui. Donc, c'est une pause tactique. Et il y a d'autres analystes dans les journaux, soit américains, soit chinois, soit japonais, soit occidentaux en Europe, Mhm. qui vont vous dire peut-être qu'il y a un manque de munitions, de Tomahawk, d'autres missiles importants pour les Mhm. États-Unis, mais c'est pas la réalité. Les Américains ont peut-être fait une pause tactique pour se Oui. préparer. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas s'attendre que cette pause va continuer du moment que les Iraniens attaquent Mais toujours est-ce que derrière cette pause tactique, parce que plusieurs médias américains en parlent, est-ce que derrière cette pause tactique, il y aurait un affaiblissement des stocks de missiles patriotes, notamment, et des capacités de défense américaines dans le Golfe? Parce que cette contrainte militaire, est-ce qu'elle est réelle ou elle relève juste d'une stratégie de communication, par exemple? Même si le chef d'état-major américain à l'époque a déclaré qu'il y a un stock à contrôler et bien sûr à respecter parce qu'il est fait pour raisons stratégiques, s'il y a jamais une guerre contre la Chine ou je ne sais pas contre la Russie, mais ça n'empêche, ça m'étonne que les États-Unis vont se heurter à ce problème parce qu'ils peuvent fabriquer par équipe jour et nuit pour avoir renouveler leur stock. C'est pas un problème normalement pour un pays industrialisé. Ceci peut bien sûr être lié avec la matière première avec laquelle ils fabriquent ce type de stock, les semi-conducteurs, ainsi de suite. Mais les États-Unis doivent avoir déjà pris des mesures pour ne pas arriver à ça. Hmm, des mesures anticipatives. Mais Exactement. Donald Trump affirme que les discussions avec Téhéran se poursuivent malgré tout, même si ça paraît un peu contradictoire d'une certaine façon. Parce que peut-on réellement négocier tout en maintenant une pression militaire permanente? Bien sûr, on peut négocier avec la pression permanente, c'est pour chacun des belligérants essayer de gagner son pari, que ce soit l'Iran ou que ce soit les États-Unis. D'ailleurs, je dois attirer votre attention à une analyse que j'ai faite moi-même. Lors de l'attaque du 7 juillet, tout le monde ne s'est pas rendu compte que les Iraniens ont fait la bêtise, par exemple, d'attaquer trois navires commerciaux et normalement, ils déclaraient, insistaient qu'ils avaient miné le passage territorial d'Oman. Alors que s'ils s'étaient minés, pourquoi ils les ont attaqués avec des drones et avec des missiles portés par Antiaérienne. des petits navires? Donc il y a une contradiction. Donc l'Iran a menti. Normalement, on devait passer, les Américains ont des moyens d'observation très sophistiqués et ont des moyens amphibies pour vérifier est-ce qu'il y a vraiment des mines ou pas dans le passage lié aux côtes omaniennes. Mais justement, pour contrer toutes ces contradictions, ces mensonges, ces jeux diplomatiques et politiques, il faut bien avoir des efforts de médiation. Et Oman apparaît une nouvelle fois comme un acteur clé des discussions entre Washington et Téhéran. Alors pourquoi ce sultanat joue-t-il un rôle aussi central dans toutes les crises du Golfe? Ben, tout d'abord, Oman est concerné par le conflit. Si vous vous rappelez, et jusqu'à présent, la majorité de la communauté internationale, lorsqu'il parle de passage d'Ormuz, de détroit, on cite que l'Iran, alors que normalement le passage d'Ormuz, là où il est le plus serré, il y a quelques 39 kilomètres, et le droit international accorde aux deux pays soi-disant 12 miles par pays.
il y a le passage pour tout le monde, pour passer. Et on est obligé de passer par le territoire iranien ou bien omanien. Normalement, les Iraniens ne doivent pas s'introduire dans la mer omanienne et imposer leur choix de payer, ainsi de suite. Et les Iraniens ont choisi, peut-être ils ont trouvé la solution comme celle qui a donné droit au Bosphore et au Dardanir, au gouvernement turc particulièrement, de passage pour vérification sanitaire, pour offrir les projecteurs et en même temps pour le sauvetage. Donc, c'est ce que cherchent les Iraniens. Mais ils n'ont jamais associé le sultanat d'Oman jusqu'à dernièrement. D'ailleurs, vous avez déclaré dans votre journal qu'il y a eu une réunion de hauts responsables iraniens avec Oman pour trouver cette solution. Mais avant d'arriver au sultanat d'Oman, par exemple, vous avez des îles importantes, stratégiques, qui appartiennent aux Émirats arabes unis, qui doivent aussi être introduites dans ce type dans ce type d'accord. Parce qu'ils ne sont pas loin des îlots des Émirats arabes unis. Et un jour, je ne sais pas ce que va faire le temps. Et s'ils font ça, donc même nous, le passage de Gibraltar doit être payé. On va faire la même chose que l'Iran et la même chose à Malacca. Juste pour en revenir aussi à ce qui se passe en ce moment, en quelques mots, avec l'ouverture d'un nouveau front impliquant les Houthis et leurs attaques contre l'Arabie saoudite sur des sites stratégiques, peut-on encore parler d'un simple conflit yéménite ou sont-ils une nouvelle force d'appui pour l'Iran? Parce que bien entendu, il s'agit d'un proxy pour l'Iran. Alors, lorsque l'on évoque les Houthis. Normalement, les Houthis, c'est un proxy, bien sûr, de l'Iran. Il est le seul à le soutenir jusqu'à présent. Toute la technologie autour des drones, des missiles et tout ça, ça vient de l'Iran. Et le Bab el-Mandeb est à quelques 2000 kilomètres de d'Ormuz. Il peut constituer un danger très important dans la délimitation des voyages des navires de commerce. D'ailleurs, si vous évitez le passage d'El Mendeb, vous serez obligé d'au moins de rallonger votre passage pour quelques 15 jours et payer plus d'impôts et payer plus de carburant pour entrer par le détroit de Gibraltar. Donc, c'est un passage stratégique, mais normalement, je crois que ce problème va être achevé prochainement, comme celui de Hamas, par exemple, en Palestine. Parce que, normalement, si vous prenez la carte du monde, vous allez mettre la tête, c'est l'Iran, et vous allez mettre comme si vous avez, je ne sais pas, un animal, et vous avez des pieds, on commence à copier, on a arrêté le Hamas, c'est l'Israël qui a détruit tout le Hamas, et après, il est en train de détruire le sud du Liban, et ce sera le tour des Houthis. Et les Houthis, normalement, sont minoritaires. Si vous prenez la géographie du Yémen, ils ne sont pas aussi importants que les Yéménites du Nord. Donc, peut-être qu'un jour, on va revenir à l'unification du Yémen, comme ce qui s'est passé après le bloc Est et Ouest pendant la guerre froide. Merci Zakaria Hanafi, qui, je le rappelle, est directeur du Centre marocain d'analyse et d'anticipation géopolitique. Merci à vous. Je vous remercie, madame, et bonne journée.